While giving testimony in the Akiyesu trial, witnesses began to recount stories of multiple rapes. Although the original indictment did not contain charges of rape, it became evident to the trial chamber that systematic sexual violence had occurred and could not be ignored. I was with my daughter, who had been raped. When was she raped? Ils l'ont violée. They raped her when they had come to kill my father. How many men did rape your daughter? 3 hommes. 3 men. Was this question ever put to you by the investigators of the tribunal? Non, ils ne m'ont pas. No, they did not ask me this question. How old was your daughter? Elle était âgée de... She was 6 years old. En temps de guerre, le viol est une arme à part entière. Une arme d'humiliation, une arme de destruction, mais avant tout, un objet de torture et d'emprise sur l'autre. Rien de nouveau, me direz-vous. On viole depuis la nuit des temps dans les guerres. Mais ce qui est nouveau, c'est le caractère exponentiel du nombre des viols, devenus armes systématiques dans les conflits d'aujourd'hui. Au moment où je vous parle, on viole en masse dans plus de 15 pays dans le monde. Des millions de personnes concernées, impossible à chiffrer. Parmi ces victimes, des femmes, des jeunes filles, mais aussi des hommes et de jeunes garçons. Le viol est une arme de guerre parce qu'il a un objectif précis, calculé, planifié. Ce peut être celui du nettoyage ethnique. En Bosnie, où j'ai travaillé pendant des années, des camps de viol ont été mis en place pour humilier les femmes, mais pour les violer aussi dans le but de purifier la race et les mettre enceintes d'enfants serbes. Au Rwanda, le viol a été un élément constitutif et un outil du nettoyage ethnique et du génocide, reconnu comme tel par le tribunal pénal international, tardivement. Plus surprenant, le viol comme arme de guerre peut avoir un objectif économique et territorial. Au Congo, dans la région du Kivu, les bandes armées violent, tirent dans les vagins des femmes, enfoncent des pieux, dans le but de détruire entièrement et définitivement l'appareil génital. Pour que vous compreniez bien, en juin, j'étais à Londres avec Denis Mukwege, chirurgien congolais, qui me parle de ce bébé, âgé de 3 mois, violé, amené dans son hôpital à Panzi. Denis a réussi à sauver cette petite fille, mais elle n'aura jamais d'enfant, ni même de rapport sexuel. Pourquoi cette horreur ? Parce que détruire la fertilité, détruire l'appareil génital, c'est détruire le trésor national du Congo, la fierté, le sens d'existence des femmes. C'est donc détruire le tissu social. Et indirectement, on atteint les maris, les pères, les frères. Conséquence, les militaires et les bandes armées exploitent illicitement les zones de minerais, extrêmement riches et nombreuses dans cette région. Le viol comme arme de guerre, ce peut être aussi une arme de stratégie politique. En Libye, le colonel Kadhafi violait lui-même les femmes de ses ministres et de ses chefs de cabinet. On sait aujourd'hui que le colonel Kadhafi avait mis en place un harem. Il choisissait lui-même des jeunes filles à peine âgées de 10 ans qu'il gardait dans sa maison à Tripoli et des jeunes hommes. Pendant la révolution libyenne, le colonel Kadhafi a utilisé le viol comme arme de terreur à l'encontre des révolutionnaires. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Dans ces 2 cas, on estime que les victimes, 30% des victimes sont des hommes. Comme le fils d'Hussein, d'âge à peine 18 ans, retrouvé dans une villa à Tripoli, violé, un tuyau enfoncé dans l'anus, comme le répète incrédule son père.
Comment mettre des mots sur cela, me dit-il. Alors vous voyez que le viol comme arme de guerre, il ne peut pas et ne doit pas être comparé au viol classique, crime en soi déjà monstrueusement dévastateur. C'est bien une arme à moindre coût, silencieuse et très efficace. On me parle souvent d'assouvissement sexuel ou de dommage collatéral de guerre. C'est une erreur fondamentale. De plus, le viol comme arme de guerre, il touche non seulement la victime, mais il atteint la communauté, sa famille, le groupe auquel elle appartient, politique, social, religieux. Les blessures physiques, psychologiques et sociales perdurent. Le viol comme arme de guerre, c'est une bombe à déflagration lente et multiple. Les victimes sont totalement traumatisées, terrorisées. Comment raconter cette horreur? Et quand elles parviennent à le faire, quand elles veulent briser ce tabou, la plupart du temps, les procès ne viennent pas, et quand ils viennent, 2 sur 3 débouchent sur des acquittements. Le 21 novembre 2013, au Congo, s'ouvrait le procès Minova. 30 militaires inculpés pour meurtre, pillage et aussi viol. 135 cas de viol répertoriés, bien plus en réalité. Ce procès est une petite victoire pour les victimes. Le 5 mai 2014, les gradés, 13 officiers, sont acquittés. Quelques soldats sont condamnés pour meurtre et pillage et seulement 2 pour les viols. Pourquoi, allez-vous me dire? Parce que recueillir une preuve et les éléments judiciaires pour que les procès débouchent sur des condamnations demande du temps, de l'expertise et une présence sur place. Parce que ces victimes sont totalement terrorisées, traumatisées. Parce que la plupart de ces pays sont en conflit ou en situation post-conflit. Ce qui veut dire quoi? Les institutions ne fonctionnent pas, mais surtout, quand elles veulent rapporter ces viols, à qui le font-elles? La police, les institutions, qui sont eux-mêmes, la plupart du temps, les personnes qui violent ou qui ordonnent ces viols. Quant aux juridictions pénales internationales pour lesquelles j'ai travaillé, elles ont reconnu le viol comme arme de guerre, comme élément constitutif d'un crime contre l'humanité et même d'un génocide. C'est un grand pas en avant. Mais elles peinent encore à l'intégrer dans les chefs d'accusation, par manque de preuves, mais aussi parce qu'elles posent des priorités ailleurs. Le viol comme arme de guerre, c'est le crime parfait. Alors, certains d'entre vous, en ce moment, dans la salle, sont peut-être en train de se dire « Tout ce qu'elle nous raconte, c'est horrible, et qu'est-ce que nous pouvons faire ?» Est-ce qu'on ne peut pas démonter la mécanique d'un crime parfait? Et puis, pourquoi s'intéresser au viol comme arme de guerre, aujourd'hui, maintenant? Pourquoi ce serait plus important qu'autre chose, avec tout ce qui se passe dans le monde? On peut légitimement se poser la question. Parce que si vous aviez rencontré un de ces survivants, comme ils s'appellent eux-mêmes, vous auriez la réponse. Parce que nombre d'entre eux disent qu'ils auraient préféré mourir plutôt que de vivre cela. Parce que si vous aviez rencontré Alma, 27 ans, opposante syrienne, violée tellement de fois qu'elle ne peut se souvenir du nombre de fois, vous auriez la réponse. Les victimes en ont assez des mots. Elles veulent des actes. Et la compassion ne suffit pas. Et il y a des solutions. Sur le terrain, elles sont simples. Médicalement, il faut assister, réparer, comme le fait Denis Mukwege au Congo. Il faut soigner le trauma. Juridiquement, il faut aider les gouvernements à localiser, traquer les auteurs de crimes, prendre les lois nécessaires et adapter à leur propre pays. Je l'ai fait en Bosnie. Je veux le faire aujourd'hui en Libye, avec le ministre de la Justice libyen,
un homme extraordinaire, Monsieur Margani, qui appelle les victimes de viol en Libye les perles de la Libye. Faire changer la honte de Caen. Cet homme a émis un décret reconnaissant les viols massifs en Libye et créant une commission. Et puis, il faut une approche holistique, sur le terrain, continuer à travailler avec les institutions, mais aussi surtout avec les victimes, parce qu'elles, mieux que personne, savent ce dont elles ont besoin et comment. Alors moi, je continue mon métier de juriste international. Mais cette année, j'ai eu envie d'aller plus loin. Avec Nathalie Wamser, qui est avec nous dans la salle aujourd'hui, on a créé une ONG qui s'appelle « We are not weapons of war ». Nous ne sommes pas des armes de guerre. Parce que je suis fatiguée d'entendre que ces choses-là arrivent. Fatiguée d'entendre qu'il n'y a pas d'argent pour des projets. Parce qu'aussi, la première des choses, c'est informer, savoir de quoi on parle. Et informer, c'est agir. C'est déjà passer de l'idée à l'action. Alors nous commençons par lancer une campagne simple à laquelle tout le monde peut s'associer. Vous avez une arme. Cette arme, c'est celle de votre engagement. C'est celle de votre non-indifférence. C'est celle qui vous permet de décider ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Moi, je ne suis pas une arme de guerre. Et vous ? Merci.